Bonjour à tous, bienvenue à ce débat. Merci de nous retrouver ce jour sur STV en direct. Nous sommes jusqu'à 14h30. Nous allons tout au long de cette émission parler d'un sujet important. On vous l'avait annoncé la semaine dernière, nous parlerons du sommeil. Nous parlerons du lien qui pourrait exister entre le manque de sommeil, le coronavirus, le paludisme, bref. On va essayer de voir si ces deux maladies-là peuvent empêcher d'avoir sommeil. Et quand on se retrouve donc avec un manque de sommeil, comment est-ce qu'on peut gérer cela? On va en parler aujourd'hui parce que le sommeil, c'est très important. Il y a des gens qui vont vous appeler, qui vous disent que ça fait 2 jours que je ne dors plus. Ça fait 2 jours que ça ne va pas dans ma vie. Et vous lui demandez, mais comment ça arrive? Je tourne dans la chambre, je tourne sur le lit, je n'arrive pas à dormir, je lis, je fais des choses. Bref, avec Dr Mbangué, qui est spécialiste du sommeil, il nous donnera des petits secrets de comment dormir, parce qu'il est médecin, je tiens à le rappeler, docteur spécialiste du sommeil. Oui, c'est possible de soigner le sommeil, comme on soigne le paludisme, comme on essaye de soigner le coronavirus dans le monde entier. Donc, il sera avec nous aujourd'hui. Bonjour, Dr Mbangué, bienvenue. Bonjour. J'espère que vous allez bien. 5 sur 5, c'est un plaisir renouvelé d'être avec vous. Vous n'avez pas de manque de sommeil en tout cas. Ben, j'en ai un peu, comme tout le monde, oui. Un peu, c'est pas l'affaire des autres. Oui, bien sûr. C'est pas l'affaire des autres. Avec Dr Hobson, justement, on fera le lien entre le coronavirus et le sommeil. Est-ce que quand on a cette maladie, on manque de sommeil? Effectivement, c'est que en fait... bonjour d'abord à tous les téléspectateurs. Donc bonjour, c'est un plaisir d'être sur le plateau avec le Dr Mbangué. Je l'avais vu il y a des années, mais depuis un moment, il n'apparaît plus à la télé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il dort un peu plus. C'est moi qui peux toujours le penser quelque part. Bon, disons qu'il y a un lien vraiment entre le sommeil et le corona, comme il y a un lien entre le sommeil et toutes les autres maladies. Parce que le sommeil a pour rôle d'être réparateur. Mais ça dépend de quel sommeil. On va parler de différents types de sommeil et voir comment ça a un lien avec notre santé et comment faire pour justement améliorer notre sommeil. Donc, absolument. Avec Cathy, on va revenir sur le paludisme parce qu'elle a décidé également avec un groupuscule de femmes de venir. Ce n'est pas qu'elle est spécialiste du paludisme, mais elle s'y connaît d'une certaine manière. Et aujourd'hui, justement, on parlera du paludisme. Et justement, quand on a le paludisme, on ne dort pas beaucoup. Bonjour. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis membre d'un réseau qui se charge d'éliminer le paludisme et le VIH et la tuberculose en Afrique, CS. Et j'ai fait une formation sur la prévention et le traitement du paludisme en contexte Covid-19. Oui, en contexte Covid-19. Wow. Oui, parce qu'on voit tous les ravages, toute l'attention que le Covid-19 a attiré, alors qu'il y a le paludisme qui est extrêmement grave et dont on avait tendance à ne plus parler. Donc, on a mis ça sur la scène. Avant de véritablement démarrer cette émission, moi je sors d'un gros palud là, qui m'a vraiment secoué. Ce que je voudrais savoir, docteur Hobson, on dit que le nouveau variant, je voudrais avoir votre avis, là tout de suite, qu'il y a un nouveau variant, je ne sais pas si c'est le variant camerounais, bon, qui est comme le paludisme, que quand ça vous prend, ça vous secoue comme le paludisme, mais vous n'avez pas de symptômes de toux, de grippe, etc. Tout est lié désormais au coronavirus, je ne comprends plus. Tout à fait. En fait, on a constaté que, contrairement à l'année dernière, dans la première vague, où les gens avaient la toux, le nez qui coulait, ainsi de suite, aujourd'hui, cette vague est un peu plus virulente parce que en 2 jours, vous pouvez mourir, en 1 semaine. Avant, il fallait 2 semaines pour que les gens puissent mourir. Et la particularité, justement, de cette vague-ci, c'est que c'est plus les symptômes de la typhoïde qu'on constate. Donc, les gens ont une fièvre persistante, ils ont mal partout dans le corps, mais parfois, ils ne toussent pas.
Donc, et quand vous vous limitez un peu à ces symptômes, vous pouvez croire que bon, ben, c'est juste une petite fièvre qui est en train de passer. Et moi, j'ai perdu un de mes cousins comme ça, là, en 2 jours, il est mort parce que bon, il n'a dit à personne. Et en 2 jours, on l'a amené à l'hôpital, il est mort. Est-ce qu'on peut dire que le paludisme est déjà confondu au coronavirus? Non, mais on a fait des tests après, il était positif. C'est-à-dire que ce n'était pas le palu. Sauf que ça donnait les symptômes du palu. Et ça tue plus rapidement. Mais ça peut également guérir rapidement. Parce que moi, j'ai guéri les cas en 2 jours. Par exemple, avant, l'année dernière, il fallait 4 ou 5 jours pour guérir les cas. Aujourd'hui, en 2 jours, les gens reprennent le contrôle de leur santé. Absolument. Docteur Banguet, depuis le début de la pandémie, est-ce que vous avez plus de malades qui viennent vers vous, qui vous disent qu'ils ont des problèmes de sommeil depuis le début de la pandémie? Alors, le début de la pandémie correspond à peu près au moment où je commence mes activités. C'est-à-dire janvier, ça commence en mars, non? Oui, en mars, l'année dernière. On est à 1 an, là. Oui, oui, tout à fait. Ça commence à peu près à la même période que je commence mes activités. Dans votre clinique, dans ma clinique, je fonde donc mon centre de pathologie du sommeil en janvier. Et puis la fameuse épidémie commence en mars par là. Donc, de dire que est-ce que les gens viennent plus, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que il y a des malades qui sont venus dire je ne dors pas parce que dès que le corona a commencé, eh bien, j'étais tout le temps à la télé, je voyais comment les gens mouraient en France. Alors, dans notre imaginaire, c'est en France qu'on est le mieux soigné. Alors, quand les gens commencent à mourir comme des mouches en France, aux États-Unis, vous comprenez que ça impacte terriblement sur certaines émotions. Et donc, le simple fait que les gens meurent comme ça a fait en sorte que une certaine dame qui est venue me voir a développé ses insomnies. Sans compter que j'ai reçu également une malade qui est devenue insomniaque. Elle était en France et le confinement, elle a pété les plombs comme on dit. Elle a développé des troubles psychotiques, une espèce de folie, une espèce d'agitation psychomotrice. On a dû l'amener en psychiatrie et elle est revenue au Cameroun. On a essayé de corriger ces troubles psychiatriques, mais le déficit de sommeil a continué à évoluer pour son propre compte. Donc, je veux dire que il y a un impact, n'est-ce pas, il y a un impact de cette maladie sur le sommeil qui est inévitable. Cathy, aujourd'hui, donc, le coronavirus est arrivé. On parle moins de paludisme, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que le paludisme a été éradiqué au Cameroun? Non, pas du tout. Les gens ne meurent plus beaucoup de paludisme? Au contraire. Au contraire. Parce que, à un moment donné, heureusement qu'il y a une ONG, le réseau dans lequel je suis, qui a vite compris qu'on parle beaucoup plus du corona et qu'on a délaissé le paludisme. Donc, on a commencé à nous former. Et c'est pour ça qu'on nous a formés sur la prévention et le traitement du paludisme en contexte Covid-19. Et on voit que beaucoup de gens attrapent encore le paludisme parce que les gens ne connaissent pas les mesures de prévention. Donc, il faut encore rentrer dans la sensibilisation sur le paludisme. Et nous avons vu que beaucoup de gens meurent par ignorance et par négligence. Quand on n'en parle plus, c'est encore plus grave. Et on voit par exemple les moustiquaires. Beaucoup de gens ont des moustiquaires, mais ils se font piquer à l'intérieur des moustiquaires. Et si on n'en parle pas, on va encore voir beaucoup de cas de paludisme. Oui, mais sauf que la moustiquaire, c'est au lit quand on dort, mais quand on est au salon, en train de regarder la télévision, par exemple, en train de dîner, où on est dehors, comment on fait pour se protéger du paludisme? Voilà, par exemple, il faut éviter donc d'être à l'extérieur, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de moustiques là-bas et qu'on ne peut pas se protéger. Il faut éviter d'être à l'extérieur. Et quand on est à l'intérieur de la maison, il faut se rassurer qu'on a fermé toutes les portes, qu'on a vidé les poubelles, parce que les moustiques se développent beaucoup dans les poubelles. Il faut essayer de ranger l'environnement parce qu'il y a les mares d'eau dans lesquelles les moustiques se développent. Et à l'intérieur de la maison, avant d'aller au lit, nous devons, si on peut pulvériser, pour tuer les moustiques, tant mieux. Maintenant, quand on arrive dans la chambre, on est au lit. C'est là où se trouve le véritable problème. On a remarqué que certaines personnes, même à l'intérieur de la moustiquaire, dorment au bord.
Donc, je suis en train de dormir, mais les moustiques sont en train de me piquer parce que ma peau Mon touche. bras est dehors. Oui, c'est pas forcément dehors, mais ça touche directement la moustiquaire. Si bien que le moustique n'a pas de problème, il me pique normalement. Ou alors, je n'ai pas bien fixé ma moustiquaire et les moustiques entrent. Et c'est là-bas qu'il me pique. Et je constate dans le palu de cette manière. Oui, mais est-ce que ce n'est pas trop facile aussi, en même temps, de donner aux gens toutes les responsabilités du paludisme, alors qu'on aurait pu, comme on voit avec le coronavirus, en un an, on nous a créé autant de vaccins, nous créons aussi des vaccins anti-palu, des vrais médicaments anti-palu qui soignent, qui permettent aux gens de guérir, de vivre avec ça, sans penser directement à la mort, parce que j'aimerais quand même rappeler pour la gouverne des téléspectateurs que le paludisme continue à tuer plus que le corona au Cameroun. Bien sûr, bien sûr. Et en Afrique, on dit que, peut-être le docteur Mbangamba va le confirmer, que ça tue plus que le sida. Bon, maintenant, nous, on nous forme, je suis speaker francophone, c'est-à-dire on nous forme sur le plaidoyer. Parce que pour éradiquer le paludisme, il y a beaucoup de démarches à faire. Donc, on nous a formés en fin d'année. Beaucoup d'Africains se retrouvaient dans un hôtel de la place et il y avait beaucoup d'ONG d'autres pays africains. On nous a formés sur le plaidoyer. Et ça fait qu'on a même fait des vidéos qu'on va envoyer aux partenaires dans le monde entier. Et nous allons voyager aussi pour sensibiliser tous les décideurs. Et c'est comme ça qu'on a rassemblé tous les problèmes qui sont liés au paludisme, qui freinent l'éradication de cette pandémie. Donc, si on s'y met comme tel que nous sommes organisés, c'est sûr qu'on va procéder de telle manière que le paludisme puisse être complètement éradiqué. Bon, ça peut-être que certains n'y croiront pas. On est né, la plupart d'entre nous, on est né là-dedans, on grandit là-dedans, on est malade aujourd'hui, 2-3 jours après, on guérit. Est-ce que vous n'êtes pas choqué quand même de voir que le monde entier s'intéresse à une maladie qui ne fait pas autant de morts et on laisse une maladie comme le paludisme depuis des années faire des ravages en Afrique sans qu'on ne trouve vraiment une solution? Parce que si on avait un vaccin anti-palu depuis, ce qu'on a plus ces problèmes, évidemment, est-ce que vous n'êtes pas choqué quand même? Évidemment, c'est choquant. Moi, j'ai adhéré à ce mouvement parce que quand ils m'ont contacté, j'ai travaillé dans le paludisme de 2010, le programme de paludisme de 2010 à 2014. Après, j'ai abandonné. Et l'année dernière, ils m'ont rappelé, mais j'ai été convaincu parce qu'on parle de l'éradication du paludisme. Personnellement, je pense que... ça, c'est pour nous fermer les yeux. On éradique avec quoi? Alors qu'on n'a pas quelque part le médicament. Parce que regardez comment on fait avec le corona. Docteur Hobson, vous ne me direz pas le contraire. On a les mesures barrières que nous tous nous suivons. Lavez-vous les mains, mettez le masque. Ça, c'est la même chose comme prévenir. Mais on va aller loin derrière, créer des vaccins. Les grandes firmes, les grands laboratoires. Est-ce à dire que le paludisme, ça ne rapporte pas de l'argent, peut-être? Peut-être que le paludisme rapporte de l'argent. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça rapporte de l'argent, mais ce que vous alors comme ça, ce n'est que Afrique. Non, c'est très intéressant. Et ça, il faut le prendre en compte. Peut-être qu'il faut un vaccin ou alors autre chose. Mais ce que nous avons déjà fait, nous sommes en train de faire, nous les speakers francophones, parce qu'on a commencé en fin d'année, je vais faire encore des propositions parce que moi j'ai choisi la sensibilisation et puis j'ai choisi de sensibiliser les bailleurs de fonds afin qu'ils puissent financer le palu pour que les enfants de moins de 5 ans arrêtent de mourir de cette maladie parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui en meurent, il y a les femmes enceintes qui en meurent. Donc quand on éduque, on sensibilise, c'est déjà quelque chose. Maintenant, s'il faut aller jusqu'au vaccin ou prendre d'autres mesures pour que le paludisme soit complètement éradiqué, moi je pense que les idées seront les bienvenues. Et j'espère que mes partenaires, mes collègues sont en train de me suivre et qu'ils prendront en compte ce que vous êtes en train de dire. Voilà, ce que je voulais dire par rapport au vaccin contre le palu. Le palu, il faut savoir qu'on ne sait pas encore faire les vaccins contre les parasites. Hein, le paludisme, c'est un parasite. Hein. C'est différent des maladies qui sont bactériennes ou qui sont virales. On sait faire les vaccins contre les bactéries, contre les virus, mais on ne sait pas faire les vaccins contre les parasites. Il y a à une époque un grand savant, je crois que c'est de la Colombie, je ne sais plus trop, qui avait dit qu'il a découvert un vaccin contre le paludisme. Okay? Mais j'ai l'impression que ce vaccin n'a pas beaucoup prospéré.
Donc je pense qu'il y a encore un travail de recherche fondamentale à faire pour voir comment on peut protéger les gens contre les parasites. Il y a le paludisme, il y a toutes sortes de ces filarioses qui sont dans nos pays, dans nos contrées et qui nous en servent. Donc si on sait faire un jour les vaccins contre les parasites, en général, je crois qu'on aura fait un grand progrès. Mais je pense quand même qu'il y a eu des médecins, je m'adresse ici à Dr Hobson, qui lui est chercheur camerounais, des chercheurs qui ont trouvé des trucs, mais malheureusement, on a toujours négligé ça, un peu comme on néglige ceux qui essayent de trouver des solutions contre le Covid. Effectivement, Solange, c'est une question très intéressante. Le paludisme, comme le docteur l'a dit, il est très difficile de fabriquer un vaccin contre le parasite. C'est pas possible. Jusqu'à présent, ce n'est pas possible. Malheureusement, c'est pas possible dans la médecine conventionnelle, mais c'est possible dans ce qu'on appelle les solutions endogènes. Dans les solutions endogènes, on peut trouver des solutions. Moi, j'ai développé un produit qui s'appelle Stop Palu, à base de 13 plantes qui ont été sélectionnées, testées, in vivo, in vitro, au Cameroun et dans plusieurs autres pays en Afrique. Ce produit-là, je l'ai aujourd'hui. Et il y a beaucoup de familles qui l'utilisent pour prévenir le palu. Hein? En plus de ce produit-là, j'ai une crème que j'ai fabriquée qu'on peut frotter sur le corps parce que si vous suivez la démarche de la moustiquaire, quand vous êtes au salon, vous ne pouvez pas être protégé. Mais si vous frottez une petite crème là, sur le corps, une lotion, ben vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, vous prévenez le palu naturellement. Mais là où le bas blesse, c'est que le paludisme, c'est une économie. C'est de l'argent. Donc, ceux qui dirigent, qui gèrent cette maladie, ne sont pas encore intéressés par les solutions endogènes. C'est ça la vérité. Parce que si c'est intéressé à ce sujet à Yaoundé, au ministère, j'ai proposé mes solutions là-bas contre le paludisme. Et mes solutions n'ont pas été bien accueillies, malheureusement. J'espère que les choses vont changer, hein, comme c'est le cas avec la Covid. Hein, mais nous avons des solutions. Nous avons beaucoup de chercheurs ici qui ont des solutions qui peuvent permettre de contrôler, même d'éradiquer le paludisme. Mais on ne peut le faire qu'à travers des solutions endogènes. Parce que, comme il a dit, il n'est pas possible de créer un vaccin contre les parasites, sinon on l'aurait fait déjà. Avec tout l'argent qui a été levé sur les recherches sur le palu, on aurait déjà trouvé plusieurs vaccins. Pourquoi on n'en trouve pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution là-bas. Donc, s'il n'y a pas de solution, trouvez d'autres solutions. On ne doit pas seulement regarder le monde d'une seule manière. Le monde n'est pas monopolaire. On doit regarder le monde de plusieurs manières. Quand il y a une solution qui ne marche pas, qui est allopathique, qu'on trouve d'autres solutions. Des solutions naturelles, par exemple, peuvent le faire. Donc moi je pense qu'on n'est pas au niveau où on ne peut pas trouver des solutions. Nous avons des solutions ici. Et il y en a plusieurs, comme dans le cas de la Covid. Malheureusement, ils n'ont pas encore été valorisés. Docteur Mbangué, aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes de sommeil. Vous êtes le seul spécialiste actuellement, je veux dire au Cameroun. À Douala, tout au moins. Il y en a un autre à Yaoundé que j'ai découvert. Voilà, à Douala. Est-ce que vous pouvez gérer, vous seul, tous les problèmes de sommeil que les Camerounais vivent? Je pense que je ne peux pas gérer ça. Si tous les malades de sommeil venaient à moi, je pense que je serais inondé. Bon, mais je souhaite quand même que tous les malades viennent, hein, quitte à être inondés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gémissent, mais qui gémissent dans le silence, qui ne savent même pas qu'il y a un médecin de sommeil, qui ne savent même pas qu'il y a une médecine de sommeil. La médecine du sommeil, elle est nouvelle, donc je pense qu'il y a un travail de promotion à faire, et c'est ce que je fais. Je prends mon bâton de pèlerin, je vais ici et là. Je suis attendu à Yaoundé, à l'hôpital gynéco-pédiatrique, pour faire une conférence. Et voilà, j'essaye de faire de mon mieux dans les médias pour faire connaître et pour que les malades viennent. Et ils viennent déjà petit à petit. La mayonnaise prend petit à petit. Mais justement, comment est-ce qu'on peut imaginer aller consulter un médecin de sommeil? Alors ça se fait très facilement. Vous savez, quand les gens arrivent à des niveaux d'insomnie qui sont tels que ça devient insupportable. Ils vous disent que j'éclate dans ma tête, il faut me faire dormir dardard. Okay? Donc l'insomnie est un symptôme ou une maladie extrêmement préoccupante quand vous ne dormez pas. Pour ne parler que d'insomnie.
Ne parlons pas de ceux qui convulsent dans le sommeil. Les gens qui m'écrivent me disent mon enfant convulse dans le sommeil. Ceux qui font des troubles du comportement sommeil paradoxal, des espèces de folie de sommeil. Ceux qui font des troubles moteurs, ils passent le temps à bouger les jambes, le conjoint ne peut pas dormir. Ceux qui ronflent, ils font des apnées de sommeil. Bon, je veux dire que la symptomatologie est assez bruyante, okay, pour pousser les gens à aller vers le médecin du sommeil. Mais il faut encore qu'ils sachent qu'il y a un médecin de sommeil. Parce qu'ils vont là comme ils peuvent. Mais... Justement, docteur Banga, on est habitué à nos petits... non, mais si tu as un problème de sommeil, il existe la tisane telle, il existe des comprimés, des somnifères, il existe si. On a rarement pensé que je m'avais consulté pour le sommeil. Maman, c'est quoi? C'est pour les bobos. C'est ça. Bon. Pendant longtemps, il n'y avait pas de médecine de sommeil, il n'y avait pas de médecin de sommeil, donc on soignait un peu à la petite semaine. Les médecins eux-mêmes donnaient un peu de benzodiazépine ici et là. Docteur, je ne dors pas Melex, docteur, je ne dors pas Stinox. Bon, ce temps doit passer. Ce temps doit passer. On ne soigne pas le sommeil comme ça. C'est parce que quelqu'un a dit je ne dors pas qu'il faut lui donner du Melex. Parce que vous ne savez pas, parce que les maladies du sommeil sont comme toutes les autres maladies, elles viennent en comorbidité. Il y a beaucoup d'autres maladies autour. Si vous n'avez pas fait le bilan de toutes les comorbidités et que vous donnez le médicament, vous risquez de donner un médicament alors que cette personne a une contre-indication. Donc la plupart des malades qui ne dorment pas font aussi des apnées de sommeil. La plupart des apnées de sommeil que je découvre, je ne les découvre pas pour chez des gens qui viennent me voir et qui me disent je ronfle. Je les découvre chez des gens qui viennent me voir et me disent je ne dors pas. Et quand je leur fais une vidéo polysomnographie, je me rends compte que ce sont de grands apnéiques. Okay? Donc, si vous donnez des benzodiazépines à des apnéiques, vous aggravez leurs conditions. Okay? Et ça peut arriver à des situations intenables. Donc, il ne faut pas donner les médicaments. On ne doit pas s'amuser avec le sommeil. On ne doit pas s'amuser avec le sommeil. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le sommeil est si important? Parce que le sommeil est important parce que si vous ne dormez pas, vous aurez des troubles cognitifs, vous aurez des difficultés de vigilance, d'attention, de concentration. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur un dossier, vos idées s'évanouissent tout le temps. Donc les difficultés de mémoire, les gens qui ne dorment pas ne peuvent pas se souvenir. Les capacités d'apprentissage, un enfant qui va à l'école doit dormir. Okay? S'il ne dort pas, il ne peut pas apprendre. Le sommeil, on a besoin de sommeil aussi pour sécréter des hormones. Toutes les hormones, la plupart sont sécrétées la nuit. Et le taux d'hormones monte la nuit, okay? Sauf la cortisone, dont le taux baisse la nuit. Okay? Et toutes les autres hormones, ça monte. Okay? Donc celui qui ne dort pas ne sécrète pas les hormones. En tout cas, ne les sécrète pas correctement. Par exemple, un enfant qui ne dort pas bien ne va pas bien grandir parce que l'hormone de croissance, ça se sécrète la nuit à 3 h du matin. Okay? Donc le sommeil est également impliqué dans la sécrétion des hormones. Il est également impliqué dans le niveau d'intelligence, d'analyse. Il est impliqué dans l'éveil. Si vous ne dormez pas la nuit, vous dormez le jour. Vous avez tendance à dormir le jour. Okay? Parce qu'il y a une opposition entre le sommeil de jour et le sommeil de nuit. Cette opposition apparaît à l'âge de 2 ans. Si vous ne dormez pas la nuit, vous dormez le jour. Et si vous dormez le jour, vous ne dormez pas la nuit. Okay? Donc le sommeil est important pour vous assurer l'éveil diurne, qui vous permet de travailler, de gagner votre vie. On peut parler longtemps sur... Mais justement, je voudrais savoir une chose. Est-ce que lorsqu'on attrape le paludisme, lorsqu'on a le palu, est-ce qu'on a des problèmes de sommeil lorsqu'on est un malade de palu? Parfaitement. Alors, l'un des symptômes du paludisme, c'est l'insomnie. Mais il faut savoir que chez certains malades, c'est l'insomnie, hein, toi qui t'occupes de palu. Chez d'autres... Il y a de paludisme grave. Il y a l'insomnie. Oui, il y a de l'insomnie. Et chez d'autres, qui sont peut-être moins nombreux, mais il ne faut pas oublier ça, c'est l'hypersomnie. J'ai eu un malade qui m'a envoyé de la Quintini parce qu'il dort beaucoup. Et quand j'ai examiné, je trouve que ce malade n'est pas un malade de sommeil, il a le paludisme. J'ai soigné le paludisme et le malade a guéri. Donc chez certaines personnes, il y a une somnolence. Tendance à dormir, il y a même une clinophilie, il reste toujours dans le lit et tout ça. Mais dès que vous soignez ce paludisme, cette hypersomnolence ou cette insomnie s'en va. Okay? Donc le paludisme crée de redoutables problèmes de sommeil. Alors il crée aussi des cauchemars. Okay? Une grave crise de palu crée des cauchemars et ces cauchemars entretiennent l'insomnie. Parce que quand on fait des cauchemars, ça vous réveille et vous avez peur de vous rendormir parce que vous allez à nouveau faire des cauchemars, donc ça entretient l'insomnie. Et le paludisme a ceci qui fait monter la fièvre.
Et chaque fois que la fièvre monte, la température monte, le sommeil en prend un coup. Oui, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas dormir si le corps chauffe. Parce que dans la physiologie naturelle du corps, le corps se refroidit quand on dort. Et plus il se refroidit, mieux on dort. Okay? Alors lorsque la température monte, ça contrarie immédiatement le sommeil. Permettez-moi, je voudrais parler sur le contrôle des médecins. Le paludisme simple, bon, ça se soigne en 3 jours. Oui. Mais au-delà de 3 jours, le palud prend une forme grave. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et quand on commence à voir certains symptômes, comme le docteur Manelo l'a dit, l'insomnie, la température qui monte, les troubles digestifs, les troubles les troubles mentaux même, beaucoup de gens partent vers les marabouts. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a remarqué. Et les jeunes, les enfants sont morts. Il n'y a pas longtemps, il y a eu 2 cas d'enfants qui sont morts. Et les familles se sont s'entre-déchirées parce que on pensait que c'était lié au spiritisme, alors que ces enfants avaient le palud. Tout à fait. Donc, les symptômes pareils, on pense que non, ça ne peut pas, le palud ne peut pas tuer, alors que c'est le paludisme. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que... Ce qu'on prenait la tête de l'enfant, on mettait dans le WC à une certaine époque, voilà. l'enfant... Papa conduit, on lui met la tête dans le WC. Alors que c'est le palud, c'est important que les populations soient sensibilisées, qu'on sache quoi faire. Parce que quand l'enfant, les parents ne sont pas seulement observateurs, hein, nos petits-enfants jouent beaucoup. Mais à un moment donné, l'enfant arrête de jouer. J'avais vu à l'hôpital à Quintini un enfant qui jouait. Après, on a dit qu'il est tombé, il est mort. Alors, les problèmes ont commencé, la sorcellerie. Alors que ça peut être le palud. Parce que quand l'enfant joue beaucoup, les parents doivent être vigilants. Quand l'enfant arrête de jouer, ça veut dire qu'il y a un problème. Et maintenant, il y a une autre forme de palud, c'est les gens qui ne chauffent pas. Absolument. Qui ne font pas la température. Tout à fait. Mais quand on se réveille, moi mon fils a ce genre de palud, il ne fait pas la température, il a d'autres symptômes. Mais quand il se couche déjà, c'est grave. Donc quand je commence à remarquer certains symptômes, je soigne le palud parce que je sais que c'est déjà là pour éviter d'atteindre une forme grave. Donc, consulter le médecin du sommeil, c'est très important. Moi qui travaille aussi dans la santé mentale, je vois les problèmes de sommeil, les personnes en détresse, les personnes stressées. Tout à fait. Ont beaucoup de problèmes de sommeil. Bon, les malades, ceux qui font la maladie, même les malades mentaux, eux, leur problème c'est qu'ils ne dorment pas et on leur donne des médicaments très forts pour les faire dormir. Oui. Donc maintenant, quand on a ces problèmes-là, il y a des gens, je ne dors pas, après, oh, je suis fatigué le jour, je suis fatigué la nuit, certains même dorment, mais ils dorment mal. Quelqu'un dit que quand il dort, il se réveille, il a mal aux articulations, il fait des cauchemars et tout. Je pense que vous soignez aussi ce type de malade parce que c'est des choses qui nous reviennent tout le temps. Pour le cauchemar. Oui, c'est-à-dire quelqu'un a l'impression qu'il est en train de dormir alors qu'au fond il ne dort pas. Oui. Oui, il est... Il y a parfois d'autres qui disent qu'ils n'ont pas dormi alors qu'ils ont vraiment Tout à dormi. fait. C'est ça qu'on appelle l'insomnie paradoxale. Oui, 10 à 15% des insomniaques. Moi, j'ai un peu l'impression que le pourcentage serait trop élevé au Cameroun de ces sommeils paradoxaux ou qui ont un côté hypno-agnosique ou hypno-amnésique. C'est-à-dire qu'il dit, je ne sais pas si j'ai dormi. Je ne sais pas si j'ai dormi. C'est-à-dire ça c'est l'hypno-amnésie. Il dort, il oublie qu'il a dormi. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'insomnie dans la durée altère la perception du sommeil. C'est-à-dire il ne perçoit plus son sommeil. Il ne le ressent plus. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc les insomnies, ça fait partie vraiment des signes très importants. J'ai été très content quand elle a dit qu'on peut être malade de paludisme sans fièvre. Parce qu'on associe toujours le palud. Oui. Voilà. D'ailleurs, c'est même devenu un mot. Quelqu'un dit, tu sais, qu'est-ce que tu as? J'ai le palud. On a un message d'un téléspectateur qui dit Sop Edmond Data, donc le grand Edmond Data, on lui fait un coucou. Il dit que très bien, docteur, je suis heureux d'écouter ces médecins. Moi qui suis en ce moment à Saint-Étienne pour cause de maladie, on ne voit pas souvent nos valeureux médecins sur les plateaux de télévision. Bravo. Certains disent qu'on ne peut même rien espérer du Cameroun sur le plan médical. Merci en tout cas médicinal. Merci Béa Lakiki Solange. Merci beaucoup. Bon, la médecine au Cameroun s'améliore. La preuve,
les Tchadiens viennent se soigner. Moi, je reçois les malades du Tchad, de Centrafrique, du Gabon, de Guinée. La médecine au Cap, c'est nous-mêmes qui la prenons pour sérieux. Mais les autres connaissent la valeur de notre médecine. Oui, c'est vrai. La médecine s'améliore beaucoup. Docteur Hobson, le coronavirus maintenant, avec ce nouveau variant-là, qui est comme le paludisme, quel est le conseil que vous donnez aux téléspectateurs aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question très intéressante, Solange. Mais avant, je vais revenir sur ce que le docteur a dit tout à l'heure. Quand il a parlé du sommeil, il a dit tout ce que le sommeil peut causer comme trouble neurologique. Ça, c'est très important. Les gens doivent comprendre que le sommeil est contrôlé par le cerveau. Tout à fait. Et quand vous ne pouvez pas contrôler votre cerveau, qui est comme le centre de traitement de toutes les données, tout le corps est complètement déséquilibré. Moi, le sommeil, je le vois comme médecin orthomoléculaire. Parce que dans la médecine orthomoléculaire, il y a deux principes. Le principe de l'autoréparation et le principe de l'autorégénérescence. L'autoréparation se fait pendant le sommeil. Ça se fait quand on médite. Ça se fait quand on fait le sport. Quand vous ne dormez plus, votre système immunitaire est fragilisé. Tout à fait. Tout à fait. Donc il y a un lien direct entre la maladie et le sommeil. Si on manque de sommeil, on va créer plusieurs maladies et comorbidités. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc vraiment, je trouve que ce qui est intéressant avec ce qu'on peut travailler ensemble, parce que moi j'ai développé des produits pour gérer le sommeil naturellement, qu'il peut proposer à ces malades, de manière à ce que, en leur donnant des conseils, qui puissent rester dans la logique d'un sommeil naturel, créé par le corps lui-même, au lieu qu'il soit créé par des substances qu'on ne peut pas contrôler, qui peuvent créer des effets secondaires. Pour revenir à la question que vous avez posée, qu'est-ce qu'on peut dire aux malades? Moi, quand les malades viennent vers moi, s'ils ont été testés positifs, je leur donne le protocole qu'il faut. S'ils commencent à expérimenter des symptômes, je dis, soignez-vous quand même. N'attendez pas. Parce que c'est la meilleure logique. N'attendez pas que les choses s'aggravent avant de commencer. Prenez les précautions. Non, je pose la question parce que tout à l'heure, on parlait des manifestations du nouveau variant. Ce qu'on vit au Cameroun, parce qu'on vit ailleurs, où on a des gens qui ont exactement les mêmes symptômes que le paludisme. Est-ce que ceux-là doivent prendre... parce que je commence à avoir froid, je grelotte, je chauffe, en même temps j'ai la tête qui fait mal parce qu'il y a tout ça. Est-ce que je dois prendre le médicament du paludisme comme le paludisme d'habitude ou alors aller à l'hôpital et puis je ne sais pas comment se faire? Non, moi ce que je fais, hier j'ai reçu un jeune homme, à peu près une trentaine d'années. Il a été testé positif il y a 3 semaines. Il était en contact avec sa copine. Il a pris le protocole qu'il fallait. Mais il m'a appelé hier avec beaucoup de peur. Il était vraiment alarmant. Il me dit, docteur, je me suis soigné il y a 3 semaines. Voilà ce qui s'est passé. J'étais chez ma copine, elle était testée positive. On lui a donné le protocole, elle s'est soignée. J'ai eu les mêmes symptômes, on m'a testé positif. J'ai suivi le traitement. Mais je sens comme si mon corps, mon cœur, mes poumons sont en train de se resserrer là. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, bon, moi, ce que je peux vous dire, si vous avez été victime, c'est de... Prenez le médicament, commencez à vous soigner là, en attendant de retourner à l'hôpital pour voir clair. Parce que, au lieu de prendre le risque, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu un cousin en 2 jours. Donc, si vous voulez, c'est mieux de prendre le traitement contre la Covid, qui va inclure tout, y compris le palu et la typhoïde et consorts. Donc, au lieu de choisir seulement une partie du traitement. Moi, je pense que c'est la meilleure, décision qu'on peut prendre pour soi. Oui, ce que je voudrais ajouter, que ce que j'ai appris dans la formation sur le traitement et la prévention et le traitement du paludisme en contexte Covid, c'est que quand on a des symptômes, parce qu'on nous a parlé des cas contacts et des cas de maladie. Donc, quand on a, comme les symptômes du paludisme, de Covid ressemblent aux symptômes du paludisme comme 2 gouttes d'eau. Et j'avais demandé, donc j'avais posé la question à notre formation. Comment faire la différence? Comment faire la différence? Il a dit que la différence est située au niveau des tests. Tout à fait. Donc, pour savoir si on a le palu ou le Covid, il faut faire le test. Donc, quand on a des doutes, il vaut mieux aller faire le test. On va à l'hôpital, on fait. Voilà. Parce que moi, j'ai eu des gens de la famille qui ont été très malades. Quand on est parti à l'hôpital, ce n'était pas le corona qu'ils avaient. Ils avaient plutôt le paludisme et on a soigné le palud. Donc, je conseille aussi à tous ceux qui ont des doutes de faire le test pour avoir le cœur net.
C'est-à-dire que moi je dirais que, comme disait Dr Thompson, Hobson, oui, que à partir du moment où cette variante, ce variant de virus crée des délais extrêmement courts. En 2 jours, on vous dit que vous passez de vie à trépas. Ça pose vraiment des problèmes de comportement. Comment on va faire parce que sinon, on risque d'être en retard sur les délais. Et en même temps, on ne peut pas dire que dès que vous avez la moindre chose, il faut prendre un protocole. Parce que ce protocole a un coût. Et il ne faut pas que ces médicaments finissent chez les palus alors que les vrais corona vont être là. Donc, ce qu'on peut dire, c'est le test. Les tests doivent être disponible. De telle manière qu'à tout moment, même le week-end, on peut avoir des veilles, même le dimanche, où quelqu'un peut faire son test et ça permet de faire la différence entre le palu et le corona, parce qu'il ne faut pas aussi commencer à soigner tout le monde de corona. Absolument. Ça risque d'être... Docteur Mbangué, ça tombe bien. Je voulais vous demander, c'est quoi avoir un bon sommeil? C'est quoi... Comment est-ce qu'on sait qu'on dort bien? Alors, ce n'est pas le médecin qui dit ce que c'est qu'un bon sommeil, c'est chacun. Parce que d'abord, chacun a son sommeil. Lorsque vous vous levez le matin et que vous avez le sentiment que vous avez bien dormi, terminé, vous avez eu un bon sommeil. Hein? Qu'il ait été court, qu'il ait été court ou long, si vous ressentez, c'est au réveil que vous ressentez que vous avez bien dormi. Ce sommeil a été réparateur. La science dit qu'un bon sommeil doit avoir au moins 6 heures de temps. Mais ça, c'est une vérité de grand nombre. Il y a des gens qui vont vous dormir 5 heures, 4 heures, mais ils se sentent bien. Ce sont des courts dormeurs. Leur sommeil est profond, il est réparateur, même s'il est court. Mais à partir du moment où vous vous levez, vous sentez que vous avez bien dormi, c'est déjà un bon sommeil. Si vous n'avez pas tendance à dormir le jour, parce que si vous avez tendance à somnoler le jour, ça pose des questions sur votre sommeil de nuit. La qualité de votre sommeil la nuit. Voilà. Si vous avez tendance, commencez à avoir tendance à oublier tout le temps, c'est-à-dire votre mémoire, vos capacités cognitives, à oublier tout le temps, ça pose les problèmes, ça peut poser des problèmes sur la qualité de votre sommeil. Si vous avez des difficultés à vous concentrer, si vous avez des difficultés à être attentif, ça pose des soucis. Donc il y a comme ça un certain nombre de signes qui montrent que votre sommeil pourrait être bon ou mauvais. Comment avoir un bon sommeil? Quels sont les facteurs qu'on peut mettre en place pour pouvoir dormir, comme on dit, comme un loir? Les Gabonais disent dormir ou on dit comme la chaussure. Alors, déjà, le moment où on va au lit. Vous savez, des gens qui vont au lit à 20 h, d'autres à 21 h. Il y a une heure scientifique pour aller au lit, c'est 23 h. C'est à ce moment-là qu'on produit un bon sommeil. Si vous allez trop tôt, vous ne produisez pas un bon sommeil. Ce sommeil-là, d'abord, le temps d'endormissement sera long, et puis vous produisez un sommeil léger, votre sommeil profond ne doit pas être durable, et votre capacité, on appelle ça la puissance delta, elle sera faible. Donc le temps où on produit un sommeil de qualité, c'est à partir de 23 h. Là encore, c'est une vérité de grand nombre. Vous pouvez avoir des gens qui produisent un excellent sommeil à des heures antérieures ou postérieures. Mais je donne les vérités de grand nombre. Il faut dormir dans des températures qui conviennent. La bonne température, c'est laquelle? C'est entre 20 et 22 degrés. C'est là où le corps humain dort le mieux. C'est pour ça que j'ai des gens qui viennent me voir et me disent je ne dors pas. Je leur dis ok, vous venez passer une nuit au laboratoire, je vais enregistrer votre sommeil. On le met, dès qu'on met la personne dans des conditions de 20 et 25 entre 20 et 22 degrés. 22 degrés, ça veut dire que il faut la clim. Voilà, il faut la température. Il faut une température. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà. Le corps humain a besoin d'une certaine température, c'est entre 20 et 22 degrés. Bon, nous sommes desservis par notre température, en particulier à Douala. Il fait chaud la nuit, c'est humide et tout ça. Bon, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir un climatiseur. L'idéal serait cela, mais on ne peut pas demander. Par contre, pour ceux qui deviennent donc des insomniaques, je leur dis, pour vous, la climatisation n'est pas un luxe, c'est un traitement. Absolument. Voilà. Autre chose, le silence.
dans nos contrées, ici à Douala, chacun est libre de faire du bruit comme il veut. Les bars, etc. Hein, à des heures perdues. Oh là là. Mais il faut à un moment donné qu'on arrive à discipliner notre société. Pour que les gens comprennent quand il fait nuit, tout le monde a droit au sommeil. Et qu'on ne peut pas se permettre de faire du bruit n'importe comment. Ou alors, si vous avez un bar, arrangez-vous à l'insonoriser. À l'insonoriser. Pour que vos voisins et ne le sommeil. souffrent pas. Ok, et les préfets, les sous-préfets doivent veiller à cela. Obliger les gens qui font la musique la nuit à insonoriser leur structure. Il ne faut pas que la pauvreté justifie tout. Ok. Bon, donc, il faut un silence. Il faut une température. Et pour les insomniaques, je leur dis, évitez le café, le thé, n'est-ce pas, les vitamines C, le Coca-Cola, et même la cola, évitez tout ce qui est psychostimulant. Wow. Même le matin, c'est-à-dire que je parle des insomniaques, entendons-nous bien, hein, je parle des insomniaques, pas de tout venant des hommes. Pour les insomniaques, il faut éviter ces choses-là. Un insomniaque ne peut pas prendre le café, même le matin. Parce que ce café-là est un psychostimulant et donc ça l'empêche de retrouver son sommeil. Il y a donc beaucoup de choses. L'hygiène de sommeil, je pourrais vous en parler pendant des heures et des En tout cas, heures. on reviendra la semaine prochaine Voilà. pour l'hygiène de sommeil. Mais on a déjà pratiquement... Moi j'ai plané, hein, docteur Hobson, là tout à l'heure. Oui, Je vous peux aviez ajouter quelque chose. Oui. En fait, ce que le docteur Lobe vient de dire est très très important, franchement. Il y a un certain nombre de facteurs qui facilitent le sommeil. Mais il faut voir le sommeil également sur le plan des fréquences que le cerveau reçoit. Hein? Parce qu'il y a les fréquences, on commence par les fréquences gamma, qui sont les plus actives, les plus courtes. On descend aux fréquences bêta. Après, alpha, un peu, c'est ce que nous faisons ici, quand on est en délai. Mais quand on veut dormir, on doit être dans les fréquences θ. C'est-à-dire qu'entre 4 ou 8 heures. C'est-à-dire que le cerveau doit avoir 4 à 8 cycles par seconde. C'est-à-dire qu'on baisse son activité. Et quand on baisse son activité, on rentre dans le sommeil profond. C'est ce sommeil-là seulement qui peut réparer le corps. Mais ce n'est pas un sommeil de quantité. C'est un sommeil de qualité. S'il y a la quantité et la qualité, tant mieux. Mais vous pouvez dormir 8 heures de temps et ne pas atteindre ce niveau de fréquence. Tout à fait. Donc, si vous voulez arriver à ce niveau-là, il faut créer les conditions, comme il a dit, il faut la température dans le corps, dans l'environnement dans lequel vous êtes, et tous les autres facteurs, y compris le fait de ne pas regarder la télé tard. Et ceux qui travaillent là-bas. Voilà. Parce que quand il dit quelque chose de très sensé, c'est pour ça que je dis, quand vous regardez la télé tard, la télé, les écrans émettent des ondes lumineuses. Ces ondes lumineuses, la télé, ont des fréquences qui repoussent la sécrétion de l'hormone de sommeil. Tout à fait. Okay? Oui. Il ne faut pas regarder la télé, surtout pour ceux qui sont insomniaques. Je leur dis... Est-ce que c'est bon d'avoir la télé dans la chambre? Non, alors, la télé dans la chambre, ça, il faut proscrire. Parce que moi, je connais quelqu'un qui, pour dormir, doit regarder la télé. Si elle ne met pas la télé, elle ne dort pas. Oui, mais elle dort tard, peut-être. Oui, elle dort tard. Le sommeil là-bas. Elle ne sait pas la télé. Alors, je me mets devant la télé, je m'endors. Mais l'ophtalmo m'avait dit que c'est à cause de mes problèmes des yeux. Voilà. Alors, il faut éviter de dire, si je ne fais pas ceci, je ne dors pas. À partir du moment où vous commencez à dire que si je n'écoute pas la musique, je ne dors pas. Si je ne sais pas moi quoi encore, je ne regarde pas la télé, je ne dors pas. Le sommeil est naturel. Oui, et ne devrait dépendre d'aucun artifice. Okay? Le sommeil doit venir à son heure de manière naturelle. Okay? Dès qu'il commence à dépendre des artifices de la modernité, il y a un souci. Bon, cette personne-là, elle dit si elle regarde par la télé, comme le disait le Dr Hobson, et ça repousse la sécrétion de l'hormone de sommeil. Il va dormir mais à 1h, à 2h du matin. Ok? Et quand il va se lever à 5h, à 6h du matin parce qu'il y a des contraintes sociales, ça va lui faire une privation de sommeil avec des conséquences. Ok? Donc, déjà la télé dans la chambre, il faut proscrire. C'est l'un des critères de l'hygiène de sommeil que je donne. Télé dans la chambre, ça, il faut interdite. Surtout pour les insomniaques. Ok? Les autres peuvent toujours se permettre ce qu'ils veulent se permettre. Ceux qui ont le sommeil facile. Ok? Mais dès que l'instant où le sommeil devient litigieux, il faut s'entourer de toutes les précautions. Voilà. Maintenant, il y a aussi des musiques qu'on vend. Tout à fait.
Des musiques relaxantes, Oui, tout à fait, oui. des musiques de sommeil, Oui, oui. on vous met des bruits, vous avez l'eau qui coule, des choses comme ça, qu'on vend Oui. parfois dans des clés USB. On dit pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, ils peuvent mettre ça la nuit, ça les relaxe, et c'est comme ça qu'ils dorment comme les enfants. Comme quand on était enfant, on nous racontait une histoire et on dort. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, la musique, je dis, dans la chambre, pas de musique. Mais il faut écouter cette musique avant. Ok? Ce que je dis, vous écoutez la musique au salon. Et dès que vous avez sommeil, vous entrez pour vous coucher. Ok? La chambre ne doit servir qu'à deux choses. À dormir et à avoir des rapports intimes. Elle ne doit pas servir à autre chose. À regarder la télé, à écouter la musique, à la religion, à lire la Bible, à zapper la télé, à zapper son téléphone. La chambre est le temple du sommeil. On n'y entre que pour dormir. Ah, docteur Banquet. Alors, c'est que docteur Banquet dit là, c'est pour lui. J'imagine que les gens sont dit que c'est pour lui. C'est le temple du sommeil. Si vous entrez dans la chambre le jour, c'est pour prendre une chose et vous sortez. Ne restez pas dans la chambre le jour. C'est le temple du sommeil. Le jour, vous entrez pour prendre des choses, vous sortez. Quand vous n'avez rien à faire, restez au salon, restez sur la véranda, à la cour, ne restez pas dans la chambre. Ok? C'est-à-dire que la chambre doit être sur le plan psychologique rattachée au sommeil. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça qu'il faut avoir sommeil avant d'y entrer. Pour éviter que la période entre moi vous couchez et vous endormez doit être la période la plus courte possible. Pour que la chambre ne soit pas associée à l'éveil. Alors la télévision, la musique, tout ce qui est associé à l'éveil n'est pas bon dans la chambre. Sans parler du travail, parce qu'il y a des gens qui ont des tables de travail dans la chambre, ils travaillent dans la... Il ne faut pas de table de travail dans la chambre. L'ordinateur. Avec un ordinateur, et tout ça. La cuisse, et ils sont couchés le lit. Surtout maintenant avec le télétravail, c'est grave. C'est ça. Et tout ça, c'est ça. Quand on fait le télétravail, dans la chambre, couché sur le lit. Ça ne se fait pas. Il faut éduquer les gens à l'hygiène de sommeil. Le sommeil a une hygiène qu'il faut respecter. Et si vous ne respectez pas, alors on peut ne pas respecter cette hygiène et dormir. Mais dès qu'on commence à avoir des soucis de sommeil, il faut être plus rigoureux dans le respect des règles de sommeil. Mais on peut aussi créer les insomnies par ses habitudes de sommeil. Okay? Par exemple, quelqu'un qui dort à des heures variantes. Aujourd'hui, il dort à 20 heures. Le lendemain, il dort à 23 heures. Le lendemain, comment vous voulez que ce monsieur ne devienne pas insomniaque? Le sommeil, c'est à des heures régulières et constantes. Si bien que quand cette heure arrive, le cerveau sait que c'est le moment de dormir. Ok? C'est ça. Il faut et poser la question, à savoir, poser la question en même temps. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Oui. Et quand ceux qui travaillent la nuit, le piège dans lequel ils tombent, c'est qu'ils ne dorment ni le jour, ni la nuit. Ou bien ils dorment un peu la nuit, quand même, parce qu'on ne va pas passer toute une nuit sans dormir. Mais le jour, ils tombent dans le piège du travail, de la famille, et ainsi de suite. Et certains ont des problèmes de sommeil. Ils finissent presque toujours par avoir les problèmes de sommeil. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser les patrons. Ok? À comprendre que leurs heures travailleurs ont besoin de sommeil et que lui-même a besoin du sommeil de ces gens-là. Alors, il ne faut pas faire travailler la nuit plus de 3 nuits par semaine. Ça, c'est la première précaution. À partir du moment où 3 nuits par semaine, la personne travaille, cela va créer une dérégulation de son horloge endogène du sommeil. Parce que nous avons là 2 noyaux qu'on appelle les noyaux supraclassiques, qui sont enchâssés dans le cerveau, qui sont l'horloge du sommeil, qui disent maintenant, qui donne l'ordre à la glande pinéale que bon, maintenant c'est l'heure, commence à sécréter l'hormone de sommeil. Okay? Si vous avez l'habitude de dire à votre cerveau de rester éveillé, au moment où l'horloge dit de dormir, vous dérégulez l'hormone. Et ça fait en sorte que même le jour où vous n'êtes pas au travail, vous ne dormez plus. Okay? Et c'est comme ça que le travail, ce que vous dites là, c'est ça qu'on appelle le travail posté. C'est-à-dire le travail aux heures de sommeil. Alors tout travail qui commence, qui se poursuit ou qui se termine entre 21h et 6h du matin est un travail posté. Il détruit soit le début du sommeil,
crée des insomnies d'endormissement, soit le milieu du sommeil, avec les insomnies de maintien, ou les insomnies de réveil précoce. Ok? Donc, il faut faire attention, il y a un lien immédiat entre le travail et le sommeil. Et il arrive que le travail détruise le sommeil. Docteur Hobson, est-ce que le sommeil peut soigner des maladies que vous traitez, par exemple? Oui, le sommeil peut soigner les maladies, mais je veux revenir également une fois encore sur ce que Oui, le parce que docteur a dit c'est tout à l'heure. important de Parce que c'est savoir. important, c'est important de comprendre. Nous avons, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, une horloge biologique Tout à fait. qui régule notre sommeil. Tout à fait. Et cette horloge-là va sécréter une hormone qu'on appelle adénosine, qui va permettre, qui va être envoyée à nos cellules nerveuses, c'est-à-dire qu'à nos neurones, pour leur donner le commandement de soit créer, sécréter une hormone pour dormir, soit alors sécréter le cortisone pour être éveillé, hein, soit le mélatonine, par exemple. Mélatonine pour dormir. Tout à fait. Donc, c'est comme ça que le corps a été réglé à la naissance. Nous n'avons pas, c'est Dieu qui a créé ça. Tout à fait. Mais c'est une science qui est très avancée. Ouais, ouais. Et on doit respecter cette science. Tout à fait. Donc, comment est-ce que ce sommeil-là peut nous aider à combattre les maladies? C'est de ça qu'il est question. Et le sommeil nous aide parce que chaque fois qu'on a un bon sommeil, le corps se renouvelle. Le corps se renouvelle complètement. Le matin, on se sent fort, on a un système immunitaire On qui a est... l'impression qu'on a même rajeuni. Mais Tout à fait, oui. bien sûr. Et le fait qu'on dorme également permet, lors de ce qu'on appelle le principe de régénérescence, c'est-à-dire que quand nos cellules se renouvellent dans le corps, on a des cellules qui sont plus saines, parce qu'on a un sommeil plus profond et plus lent. Donc tout cela va impacter notre santé tous les jours. Ça va impacter nos capacités mentales. Hein? Si on n'a pas un bon sommeil, on va être comme un petit fou. Tout à fait. Hein? On peut avoir n'importe quelle maladie. Et si on ne comprend pas ce qui nous arrive, on peut avoir recours au marabout, dire qu'on a jeté C'est le vrai, sort à telle c'est personne, vrai. à telle, ainsi de suite. Parce que même dans la Bible, on parle du sommeil. Hein. Dans la Oui, Bible, bien on sûr. dit que je me couche, je m'endors, je me réveille et je suis, je suis renouvelé. Oui, de mais mes tu te forces. rajeunis. Chaque fois que tu j'ai dors, tu te l'impression rajeunis. que je rajeunis. Tout à fait, plutôt. tout à fait, tout Oui, à fait. c'est dans C'est un important. somme. Donc, si on a un bon sommeil, on va avoir un système immunitaire fort, on va faire face à la Covid, on va faire face au paludisme, C'est et vrai. à d'autres maladies. Tout à fait. Donc, le manque de sommeil peut faire que on a le corps qui est fragilisé, Fragilisé. et facilement Vulnérable à les autres maladies. Tout à fait. Tout à fait. Les autres maladies. Tout à fait. Donc on va dire que le sommeil est le principal, le sommeil comme l'aliment. Oui, Oui, tout c'est à ça. fait. C'est l'un des plus grands réparateurs Tout à fait. du corps. Bon, je voulais quand même revenir à une dernière chose que le docteur a dit tout à l'heure. Il a parlé du café. Le café stimule un peu le corps et ça permet de sécréter, de créer des blocages en fait, de cette hormone-là qui permet aux gens de dormir. Mais il y a des cafés. Moi, j'ai formulé un café qui est un café qui a ce qu'on appelle un adaptogène. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas le café seul, c'est avec des plantes naturelles Absolument. qui peuvent faciliter. J'ai des gens ici qui avaient des troubles de sommeil, qui prennent ce café-là et ils dorment. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas seulement le café seul. Il y a un adaptogène, c'est-à-dire que le café là, travaille un peu avec votre horloge biologique. Quand il se rend compte que, bon, vous avez une très grande activité dans la journée, il vous amène à dormir. Si vous venez de vous réveiller, il vous donne de l'énergie plus tôt. Donc, les gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est vrai, s'ils n'utilisent que le café ordinaire, ils ne vont pas dormir. C'est vrai. Hein? Alors, je disais, entendons-nous bien. Je ne veux pas, qu'on le public comprenne que j'ai dit qu'il ne faut pas prendre le café. Ah non, non, non. Le Cameroun est ceux qui ont des problèmes. Le Cameroun est un producteur de café. Il ne me viendrait pas de dire qu'il ne faut pas prendre. Non, sinon, vous jetez les pieds dans Sinon, les producteurs de café de mon village et de tout le Cameroun risquent de dire que voilà. Vous avez dit que c'est ceux qui ont des soucis de sommeil, Voilà. éviter de prendre. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Les autres doivent le prendre, Ouais, c'est ouais. une bonne chose. Modérément. Voilà, modérément. Modérément. Parce que sinon, il y a Ouais, encore tout d'autres à fait, tout inconvénients, à c'est fait, l'hypertension tout à fait, artérielle. tout à fait. Vous prendre le café tout le temps, devenez Tout à fait, hypertendu. tout à fait. Ok. Je voudrais donner aussi, ajouter quelque chose. Toutes les couches de la société sont touchées par le problème de sommeil. J'avais demandé à Étienne Bappé comment il fait pour maintenir sa voix. Il m'a dit qu'il y a deux choses. Le sommeil. Et si il ne dort pas bien, il ne peut pas maintenir sa belle voix. Voilà.
Et puis, il y a aussi le fait de ne pas crier. Crier tout le temps, aller chanter tout le temps, la nuit, et tout. Ça veut dire que le sommeil est important. Maintenant, on a aussi les chauffeurs qui font de longues distances. On voit beaucoup d'accidents sur la route. Pourquoi? Parce qu'ils ne dorment pas. Ils pensent que s'ils prennent la cola, s'ils prennent le café, ça va permettre de... Certains prennent même les stupéfiants parce qu'ils pensent que ça va leur permettre de rester éveillés. Or, ce que on nous a appris dans le domaine de la santé mentale, c'est que il faut dormir. Quand on dort, après, on a de la force. Moi, même si je dors bien, j'ai de la force le matin. Et je crois qu'il faut vraiment que Dr Bangello et Dr Hobson reviennent. C'est vrai. Je voulais ajouter que les gens qui travaillent la nuit, déjà tous ne dorment pas le jour pour essayer de compenser. Le jour s'occupe de ceci. Le sommeil de jour ne compense pas vraiment le sommeil de nuit. Le sommeil de nuit manque au rendez-vous, celui de jour compense en partie, mais il ne compense pas entièrement. Donc le danger demeure. Pourquoi? Parce que le jour, il fait chaud. Le jour, il y a du bruit. L'hypersudation. Le jour, il y a l'activité qui vous sollicite. Voyez? Donc, même si vous dormez, la durée de ce sommeil sera courte, sa profondeur sera courte. Comme il disait, on a besoin des ondes delta qui sont de 0,5 à 3,5 de Hertz. C'est-à-dire, ce sont ces ondes, c'est là que le sommeil profond, c'est là que se développe la puissance delta, c'est-à-dire la profondeur du sommeil et son caractère réparateur. Tout à fait. Donc, ce sommeil profond-là, vous ne pouvez pas l'avoir vraiment dans le sommeil de jour, dans les conditions. Maintenant, ça aussi, c'est une vérité de grand nombre. On pourrait, et d'autres personnes vous diront, je fais ma sieste, je me sers, je suis très très bien après ma sieste, etc. Mais la civilisation moderne a fait en sorte que beaucoup de choses essentielles ont été reléguées au second plan. Les gens doivent travailler la nuit pour gagner leur pain. On ne peut pas leur dire non. Ce qu'on peut leur dire, c'est éviter plus de 3 fois par semaine. Une fois, 2 fois par semaine. Justement, je voulais vous poser la question. Lorsqu'on est amené à faire un travail comme les DJ, par exemple, ils sont de plus en plus nombreux. Les DJ, les serveuses dans les boîtes de nuit, dans les snacks, leur travail commence à partir de 20h parfois, 21h, jusqu'à 6h du matin. Et c'est comme ça du lundi, peut-être à samedi. Ils ont un seul jour dans la semaine où ils ne travaillent pas. Comment ils font? Alors, qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, ça va impacter sur leur sommeil. D'ailleurs, ça impacte. Ils peuvent essayer de compenser par un sommeil de jour. Ils peuvent essayer de réunir dans le sommeil de jour toutes les conditions d'obscurité. Parce qu'il faut de l'obscurité quand on veut dormir. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre les serviettes dans les nacos là pour avoir l'obscurité totale. Ils peuvent donc essayer d'avoir l'obscurité totale le jour. Et essayer d'avoir le silence total le jour, et essayer d'avoir le silence total. Voilà. Donc le choix du quartier où on habite, et ce n'est pas le moment d'être dans des quartiers bruyants, et avoir la température, climatiser leur chambre par exemple, s'ils gagnent bien leur vie, pour qu'ils reproduisent le jour les conditions les plus optimales de la nuit, pour qu'ils compensent. Voilà. Mais seulement, ce qu'on voit, c'est ces gens-là, c'est que ils ne compensent pas. Ils ne compensent pas le jour où ils sont avec les amis, etc. Mais ceux qui sont obligés de vivre comme ça, c'est le conseil qu'on peut leur donner. Essayer d'avoir dans la journée des conditions d'un sommeil profond, n'est-ce pas, pour compenser. Quelles sont les conséquences à ne pas trop dormir? À ne pas dormir assez. À ne pas dormir assez ou alors à ne pas bien dormir. Voilà, alors les conséquences, nous l'avons dit, c'est la première chose, c'est la somnolence diurne. La somnolence diurne, c'est-à-dire que cette personne qui ne dort pas assez, nous disons qu'elle est en privation de sommeil. La première conséquence, c'est la somnolence diurne. La deuxième, c'est qu'il y a une perturbation des capacités cognitives, donc la vigilance, l'attention, la concentration, la mémoire, les capacités d'apprentissage sont pénalisées, n'est-ce pas? Et puis, ces gens-là, ce qu'il faut craindre le plus, c'est qu'à la longue, ils deviennent anxieux. Ces personnes deviennent anxieuses et deviennent dépressives. C'est pour ça que chaque fois que... Oui, mais elles deviennent dépressives. C'est-à-dire, j'ai eu un malade qui m'a dit,
je n'en pouvais plus, je suis allé sur le pont de la Dibamba pour en finir. Mais il a eu un dernier réflexe de ne pas se jeter au pont. Vous comprenez? Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce sont des gens qui sont très 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 mal dans leur chair. Ils deviennent dépressifs et si on ne fait pas attention, j'ai eu aussi des malades qui ont développé des troubles psychotiques. C'est-à-dire la folie, en quelque sorte. Seigneur. Oui, ils ont développé la folie, on a dû les amener en psychiatrie. Et Donc le manque de sommeil peut rendre... Absolument, ça peut vous amener vers la folie. Vous qui êtes dans les maladies mentales, est-ce que vous avez déjà fait le lien aussi? Oui, beaucoup. Parce que les personnes, comme Dr Bangalé est en train de dire, qui sont dépressives, ça commence tout doucement et plus ça évolue, plus on tend vers la folie. Quand on a déjà fait plusieurs nuits sans dormir, on devient violent. Moi, j'ai eu à appeler les pompiers pour prendre quelqu'un qui est en train de faire une crise de folie et l'amener à l'hôpital à Cantini. Les problèmes de sommeil. Et c'est pour ça que les psychiatres prescrivent des médicaments. Les psychiatres expliquent que la folie, les agitations arrivent quand il commence à avoir des fissures au cerveau. Je ne sais donc pas si, à force de ne pas dormir, ça peut créer ces fissures-là. Et ça excite, ça surexcite la personne qui est en train de faire les crises. Donc il faut faire très attention. Les médicaments qu'on prescrit aux gens qui ont les crises de folie, c'est des médicaments qui les apaisent, qui leur permettent de dormir. Et si vous discutez avec des personnes dépressives, le sommeil est parce que déjà quand on ne dort pas, on commence à penser à toutes sortes de choses mauvaises. On a parlé ici, quand le corona a commencé, avec quelqu'un, non pas avec Dr Hobson. On a fait une émission ici, on avait parlé de la santé mentale des populations face au Covid. Et puis j'avais expliqué qu'une dame avait été allée voir un médecin. Elle lui dit qu'avec le confinement, elle a tous les problèmes du monde et que les arriérés de toutes les erreurs qu'elle a commises sont venus s'installer dans son cerveau. Du coup, elle a des idées suicidaires. Tout à fait. Donc, parce qu'elle ne dormait plus. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue cette dame, mais si ça continuait ainsi, elle pouvait arriver à la folie. À la folie ou alors à ce qu'on appelle passage à l'acte, c'est-à-dire au suicide. Voilà, c'est des choses qu'on remarque. Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans les familles et dans les couples. Parfois, des problèmes de dépression, le manque de sommeil, ça vient du fait que les couples n'arrivent pas à s'entendre. Et une personne se sent diminuée, rabaissée et ainsi de suite. Ça joue dans son cerveau et ne dort pas. Et parfois c'est dans la famille, la pression qu'on a dans les familles, les problèmes de chômage et ainsi de suite. Ça crée, tout ça, ça va rentrer dans... Enfin, je dis ce que je vois, ce que les malades me disent à l'extérieur. Donc, docteur Bangalé, je pense que vous avez encore du chemin à parcourir. Je souffrirai jamais le chômage. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons plusieurs types d'insomnie. Nous avons une forme d'insomnie que nous appelons l'insomnie psychophysiologique. C'est toute cette insomnie qui est causée par les facteurs que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire, vous avez les gens qui deviennent insomniaques parce qu'ils ont perdu un être cher. Une femme qui a perdu son enfant unique, ne lui demandez pas de dormir. Pourquoi vous voulez qu'elle dorme? Les problèmes de chômage, quelqu'un qui a perdu son emploi, qui ne sait plus comment nourrir sa famille. Le problème de divorce, parce que le divorce, ça déchire la vie de quelqu'un. Surtout les femmes, ils en souffrent énormément du divorce. Parfois, les mariages sont là, mais il y a énormément de problèmes à l'intérieur des mariages, des couples. Donc, etc. Vous avez cet homme qui vous dit, je vivais avec une fille, on avait 2 enfants, elle est partie avec tous les enfants. Donc, vous voulez que ce monsieur dorme? Il avait sa femme et 2 enfants, maintenant tout le monde est parti, se retrouve seul, je ne sais pas comment ses enfants vont aller à l'école et tout ça. À ce moment-là, est-ce que vous, en tant que médecin du sommeil, vous pouvez lui trouver une solution ou il faut d'abord passer par le psy? Alors, déjà, l'effort que nous faisons, j'essaye d'amener mes malades. Parce que c'est pour ça que ma consultation prend 2 heures de temps. C'est pas du vite fait. Ça prend 2 heures de temps. Et pour bien comprendre la cause profonde de son insomnie. Et je découvre donc toutes ces causes-là. Et il y a une cause qui est typiquement d'Afrique noire, qui est la crainte superstitieuse.
Parce que nous croyons tous, Africains, qu'il y a un monde des esprits. Et quand on lit la Bible, on voit qu'effectivement, il y a un monde des esprits. Alors, une personne qui vous dit, j'ai une femme qui est venue me voir, j'étais en train de la soigner, elle revient, elle est très joyeuse, elle est très contente, elle dit, docteur, je dors, depuis que mon cousin s'est tiré 3 balles dans la tête, je dors bien. Je dors bien. Elle ne dormait pas pourquoi? Elle ne dormait pas parce qu'elle était convaincue que c'était son cousin qui l'ensorcelait. Ok? Et ce cousin avait déjà tué 3 ou 4 personnes dans la famille et qu'elle était la prochaine cible. Et donc elle ne dormait pas. Et le jour où elle a appris que le cousin s'est suicidé, elle est venue me dire qu'elle dort bien. Ça, c'est le prototype même de l'insomnie psychophysiologique. Okay? La crainte superstitieuse. Parfois, c'est les accusations superstitieuses. Un cousin meurt dans la famille et on dit que c'est Marie-Laure. Ah, vous êtes là, on vous dit que c'est vous qui avez tué. Hein? Ou alors, votre enfant tombe malade, on dit que c'est vous. Hein? On va chez les pasteurs, je ne cite pas les églises, et le pasteur confirme. Ok? Le pasteur confirme que c'est le mari. J'ai eu un malade comme ça, son fils est mort d'un accident à 28 ans, c'est lui. Et comme ça ne me suffisait pas, sa fille commence à faire des crises mentales, ça confirme donc la preuve par 9 que c'est lui. Que c'est lui. Alors il va se justifier comment? Comment le sommeil peut attraper monsieur? Mais donc, ce monsieur a donc perdu le sommeil. Donc, dans la consultation, on amène la personne à dévoiler toute sa vie. Et on trouve donc la cause. On trouve donc finalement la cause de cette insomnie. Et ça, parfois, la cause, c'est quoi? C'est un sentiment de culpabilité. Absolument. Une femme me dit, j'ai fait un avortement volontaire, et ça, j'en souffre. Voilà. Okay? Malheureusement, on est à la fin. Les bonnes choses nous disent. C'est incroyable. Oh là là. Là, on nous annonce que on est à 14h30 passées. On se retrouve la semaine prochaine. Vous voulez bien, si vous avez, parce qu'il est important d'édifier la population sur tout ce que nous sommes en train de faire. Vous avez les félicitations de presque tous les téléspectateurs qui disent bravo. Vraiment, le panel est bon, le panel est magnifique. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer encore à parler du sommeil parce que c'est important, du coronavirus, c'est important aussi, et surtout du paludisme parce qu'on voit que les deux variants se ressemblent désormais. Donc c'est lié. On ne peut que parler des deux à la fois. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, bon début de semaine et surtout prenez soin de vous.